Djilali Benchek, bonjour. Alors vous êtes écrivain et journaliste. Vous faites de la radio sur Radio Orient, où vous animez de façon quotidienne une chronique sur la littérature, en plus d'être journaliste. Et vous êtes l'auteur de Mon frère ennemi, qui est sorti en 1999, Voyage au bord de l'enfance en 2000, et l'avant-dernier c'est Tes yeux bleus occupent mon esprit et Beyrouth canicule, qui vient de sortir cette année. Alors, le principe de cet entretien, c'est de nous raconter un moment fort de votre vie d'auteur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Écoutez, bonsoir tout le monde d'abord, ou bonjour, je ne sais pas. Euh, le moment fort de ma vie d'auteur, je voudrais le détourner pour raconter comment ce qu'on appelle la vocation d'écrire m'est parvenue. Et je m'adresse aux lecteurs en leur disant que tous les lecteurs sont des écrivains potentiels. En le lisant, ils écrivent le livre à leur façon. Et en même temps, je suis sûr que chacun de nous, chacun de vous, a quelque part un manuscrit dans la tête. Alors, mon message est le suivant. Il n'est jamais trop tard pour écrire. Henry Miller a commencé à 39 ans, j'ai commencé à 49 ans. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir sur la longue histoire, en quelque sorte, de ce titillement permanent qui a commencé, à mon avis, à l'époque du collège, à l'époque secondaire, où je rêvais d'être plus tard ou aviateur ou professeur de français. Aviateur, je ne sais pas pourquoi, parce que c'était évidemment une image supersonique qui était extrêmement élogieuse pour un adolescent et attrayante. Professeur de français, parce que évidemment, toutes les profs de français que j'ai eues au lycée pendant l'Algérie française étaient des femmes, et souvent jolies. Et j'étais donc amoureux de toutes mes profs de français, je changeais d'amour tous les ans. Et c'est comme ça que j'étais le premier, en quelque sorte, en rédaction et en orthographe jusqu'à la seconde. Bon, je peux peut-être situer ce goût de l'écriture, ce premier après, en quelque sorte, à cette époque-là. Plus tard arrive l'indépendance de l'Algérie, j'ai l'un des premiers bacs de l'indépendance, et à ce moment-là, j'avais envie de prendre lettres modernes pour rester un petit peu dans, je dirais, dans l'affectivité intime de cette vocation attendue. Eh bien non, me dit-on, les lettres, tout ça, ça ne sert à rien du tout, c'est de la parlotte. Et alors j'ai choisi l'option sciences économiques pour, dans mon esprit de l'époque, aider au développement de l'Algérie qui était ravagée par la guerre, etc. Et donc je m'aperçois alors, le long des études d'économie, que les sciences économiques étaient une science sans écho. Mais je parviens quand même à arriver à obtenir une licence. Et à la fin donc de cette licence, l'été 68, il y a un camarade qui me dit « Et maintenant, que vas-tu faire? Tu vas aller dans l'entreprise ou est-ce que tu vas poursuivre dans l'université pour devenir professeur à l'université ?» Et je m'entends répondre à ma grande surprise « Je vais écrire un roman. » Bon, ça n'avait rien à voir avec mes études, mais enfin, voilà un deuxième jalon qui s'installe sur cette route incertaine de l'écriture. Troisième phase, me voilà en France quelques années plus tard. En 1972, je rencontre un poète algérien inconnu, un ami de Kateb Yassine, ça je crois que Kateb Yassine vous connaissez. Et au bout de 3 rencontres avec ce poète insensé, une sorte de Rimbaud à l'algérienne, je l'entends me dire « Tu es le meilleur écrivain algérien de ta génération, après moi », précise-t-il. Et les camarades qui lui disent « Nous, on veut bien te croire, mais il n'a jamais écrit une ligne. » Bien. Et quelques années plus tard encore, ce poète maudit me dit, après une soirée bien arrosée, « Si jamais tu n'écris pas, même si je suis mort, je sors du tombeau et je t'étrangle. » Bon. Alors, sous cette conjonction, donc, j'allais dire, d'injonction, je suis là, rêvé à me dire, mais enfin, qu'est-ce que je pourrais bien écrire? Toutes les histoires de guerre, toutes les histoires d'amour ont été rincées. Bon. Et nous arrivons aux années 93-94.
où je vis toujours en France, depuis 40 ans maintenant. Mais en Algérie, où vit toute ma famille, il se passe ce que vous savez, comment cette guerre horrible, insensée, les années de sang, les années rouges, la décennie noire. Et je vois s'amonceler sur les étals des librairies parisiennes des tombereaux d'ouvrages de gens qui se sont découverts, des héros, anti-intégristes, etc. Une littérature dite d'urgence, mais qui défigurait totalement et la réalité et l'histoire, la longue histoire de l'Algérie, des relations franco-algériennes. Alors là, à la faveur d'un chômage très prolongé, je me suis dit, il est temps que tu retrousses ta plume, et je me suis mis au travail. Et c'est là que j'ai ramassé le premier roman, en me disant, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais raconter? La seule histoire que je connaisse, c'est la mienne. Bon, d'accord, je vais raconter mon histoire, pour une quarantaine d'années. Elle va certainement transcrire la longue histoire donc, de l'Algérie et de la France. Je commence mon histoire. Et je me dis, je vais remonter au souvenir le plus ancien qui puisse me remonter à la mémoire. Et que me remonte à la mémoire une scène rurale, à l'âge de 5 ans, un garçonnet en train de frotter son petit poiron contre le fruit, la figue, comme on disait, pardonnez-moi l'expression, d'une jeune bonne qui l'avait entraînée dans la paille, une ribaude de 12 ans, lui il en a 5 ou 6. Bon, et c'est parti pour 300 pages, moi qui voulais rincer 50 ans en un seul roman, je suis arrivé pratiquement à l'âge de 7 ans. 7 ans où l'enfant n'avait qu'une envie, c'était d'aller au village pour entrer dans l'école française. Et ça donne le titre « Mon frère ennemi ». Mon frère ennemi tout simplement parce qu'il y avait des bagarres permanentes entre lui et son frère aîné de 2 ans. Alors, des bagarres aussi bien sur des quignons de pain, sur des tranches de pastèque que sur l'affection maternelle. Que découvre-t-il sur les relations sulfureuses avec cette bonne de 12 ans? Ça veut dire qu'il découvre que son frère aussi avait des relations torrides, décrites au chapitre 1er. Le livre paraît aux éditions Séguier en 1999 et il obtient un succès, un très grand succès auprès de ceux qui l'ont lu. Et on me réclame à corps et à cri la suite. Et donc le héros Salim, cette fois-ci, on le retrouve de l'âge de 12 ans à l'âge de 18 ans, ce qui strictement correspond et à son âge du secondaire, à l'internat d'Orléansville, pour ceux qui connaissent l'Algérie, et en même temps, au strict temps de la guerre d'Algérie. Le roman se termine avec donc l'arrivée de l'indépendance, le départ des Français, et là se noue « Tes yeux bleus occupent mon esprit ». C'est tout simplement, alors là je ne sais pas si je suis un peu long, je raconte juste cette anecdote, c'est que la trame un peu de ce roman et de ce titre, un jour il n'a pas de cours, donc, et rappelez-vous, à ce moment-là on nous mettait dans une salle qui s'appelait la permanence en attendant le cours suivant. Bien, et nous étions dans un lycée mixte, mais on n'avait pas le droit d'être assis sur le même pupitre, garçons et filles. On pouvait être dans la même salle, même réfectoire, mais pas dans les mêmes pupitres. Dans le bois, je me retrouve sans chaise, sans siège. Et puis, il restait une place à côté d'une fille, une petite blonde, dont je n'avais pas encore vu le regard. Et j'hésite, je suis là, à côté d'elle, mais je reste debout. Et la pionne lève les yeux de son polar et me dit « Mais enfin, assieds-toi, tu ne vas pas la manger. » Alors, je m'assois en tremblant, et là... commence donc sur le bord de la chaise un dialogue murmuré, comme vous en rappelez tous, et où à un moment donné, donc cette jeune collègue qui a 14 ans comme lui lève les yeux et là il est absolument ébloui par son regard bleu, bleu comme un océan, et il est littéralement terrassé, puis commence un petit dialogue murmuré entre eux avec toutes les impossibilités qui les séparent. Tes yeux bleus, qui a reçu le prix de l'Association des écrivains de langue française, donc pas un COPEC, mais une belle notoriété universitaire, l'association La Delphes, et donc qui
apparaît maintenant sous son format poche, ici. Bien. Alors, on me réclame toujours la suite. Mes lectrices surtout, et mes lecteurs, ont toujours besoin, souvent ils me disent, les 10 dernières pages, quand on arrive aux 10 dernières pages, on commence à les économiser, à les lire par demi-paragraphe pour pas arriver à la fin. Ça me flatte beaucoup. Bon, ça ne fait pas des milliers de lecteurs, mais enfin, ça fait toujours du bien à l'ego, surtout pour les auteurs anonymes comme moi. Eh bien, à ce moment-là, j'ai donc fouillé dans ma mémoire et dans mes stocks, et j'ai écrit une histoire, cette fois-ci d'un tout autre ordre, qui me trottait dans la mémoire et dans l'âme depuis une trentaine d'années, une histoire vécue. Mais cette fois, on n'est plus dans le petit ingénu, jeune collégien, tendre, amoureux, etc. On est dans le territoire de la politique même du policier, du polar politicien, dans les relations entre Palestiniens, entre Libanais, etc. à Beyrouth, une aventure vécue au cœur de Beyrouth par un jeune étudiant algérien qui est envoyé là-bas pour porter une valise. C'est vraiment un porteur de valise, mais pour la cause palestinienne. Alors, il savait qu'il y avait un double fond dans cette valise, où l'envoyait un monsieur bien comme il faut, mais il ne savait pas ce qu'il y avait au fond. On lui avait dit c'est juste des messages, des documents. Et en fait, il s'est avéré que c'était des passeports qui étaient volés, qui étaient destinés à servir aux guerriers, aux Palestiniens. Donc une sacrée aventure dans laquelle le petit Salim, devenu cette fois-ci Kamal, arrive difficilement à échapper, ce qui donne en fait un suspense inattendu, mais pour moi l'occasion, comment vous dire, de fixer dans l'histoire la petite histoire dans la grande histoire. C'est un petit peu mon credo permanent. Je ne raconte pas les histoires des autres, je raconte ce que moi j'ai vu. Je ne suis le héros de rien du tout, je n'ai pas fait d'épopée dans ma vie, mais j'ai vécu une période, et suffisamment longtemps il me semble maintenant, pour pouvoir raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti autour de moi. J'ambitionne d'être tout simplement un romancier un peu témoin de son siècle. D'accord. Et le prochain livre Alors, il n'y a plus de fond de tiroir, mais alors, le prochain livre, ce serait une histoire qui serait racontée à la manière d'un roman que j'ai beaucoup aimé de Steinbeck, John Steinbeck, qui s'appelle Tendre jeudi, où tout se passe dans une rue. À une époque, toujours ma propre vie, où j'étais dans un chômage, dans une autre époque encore plus prolongée, les années 80, où un camarade m'a trouvé un travail provisoire. Il s'agissait de garder une boutique de photographe à Ménilmontant. Je vendais des pellicules, je donnais des pellicules à développer, je faisais des photocopies, je vendais des petits appareils radio, voilà. Et c'était une petite boutique plantée dans le cœur de Ménilmontant, où il y avait une respiration populaire extraordinaire. Et elle s'est transformée, comme on dit les gens, en véritable petit centre culturel. J'offrais le café le matin en ouvrant à 10h. Il y avait les amis, les clients qui s'installaient, qui prenaient le café, qui fumaient, qui me remplissaient des cendriers. Et l'activité principale, commerciale, c'était autour de la photocopieuse. C'est comme ça qu'on s'aperçoit ce que le monde peut avoir à photocopier, comme si c'était une image inversée de la planète, en quelque sorte. C'est fou ce qu'on peut avoir à photocopier, que ce soit pour des raisons administratives, sentimentales, etc. J'en ai vu passer des tranches de vie étonnantes. Celle-ci, par exemple, je me suis aperçu, pendant une semaine, il y avait une dame, toujours la même, vers 10h15, qui venait. Elle me donnait une photocopieuse, elle s'installait, on bavardait un quart d'heure et elle partait. Un beau jour, j'ai eu l'idée de regarder ce qu'elle me donnait à photocopier. Et je m'aperçois que c'était la même, une ordonnance médicale. Mais tous les jours, c'était le même document qu'elle me donnait à photocopier. En fait, elle s'achetait un moment d'échange, d'amitié, échapper à la solitude pendant un quart d'heure contre 1 franc de la photocopieuse. Un autre épisode, alors là, vous allez certainement pas me croire, un jour, une autre dame entre. Dès qu'elle a franchi le pas, j'ai senti que c'était une future catastrophe. Elle me dit, monsieur, vous faites des photocopies, n'est-ce pas? Je lui ai dit, assurément. Vous vendez des pellicules.
à fait. Vous vendez des appareils photo. Exactement. Et aussi, vous faites des photos d'identité. Assurément. Est-ce qu'il ne serait pas dans vos capacités de consoler les femmes divorcées? Voilà le roman que j'aimerais raconter, la petite histoire d'une rue, la rue Étienne Dolé à Ménilmontant. Mais ça, il y a pour l'instant 10 pages décrites, pas plus. Et dernière question, quel livre êtes-vous en train de lire? Avez-vous un coup de cœur? Alors écoutez, moi pour ma chronique, malheureusement, je suis obligé de lire 4 livres en même temps. Pour ma chronique est quotidienne. Tous les jours, il faut que je ponde une chronique de 3 pages, de 3 minutes sur un livre. Sur Radio Orient, ça s'appelle Au fil des pages. La chronique, elle passe le matin à 9h30 et 15h15. Et en ce moment, je suis en train de lire le premier roman, qui est ressorti d'ailleurs chez mon éditrice Elisa, de Leila Sebbar, une romancière franco-française, d'origine algérienne, de père algérien et de mère française, qui a écrit une trentaine d'ouvrages. Et son tout premier roman s'appelle Fatima, ou Les Algériennes du Square. C'est littéralement le récit anthropologique des femmes d'immigrés il y a 30 ans. Et la relecture, vous allez être, je vais vous dire, époustouflé par, comment vous dire, la statification des événements. C'est-à-dire, on a le sentiment que rien n'a changé. Le phénomène des bandes, l'analphabétisme, la police, les relations, la violence des maris, les mariages forcés pour les jeunes filles, le retour au pays, les vacances improbables, etc. C'est un véritable document et ça s'appelle donc Fatima ou les Algériennes du Square aux éditions Elisa. Bon voilà, enfin, merci DJ. Je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Non, je ne fais pas réflexe. Comment vous voulez, sinon moi j'ai